Traumatisme. Dissociation. 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 L'Association francophone du trauma et de la dissociation présente Dissociation au pluriel. Un podcast produit par l'AFTD qui vous fait découvrir le traumatisme et la dissociation sous de multiples facettes. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Qui est traumatisé ? Comment peut-on aider ceux qui le sont ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Le traumatisme, aujourd'hui, tout le monde en parle. Il est traumatisé, ça m'a traumatisé, les victimes traumatisées. Cette entité clinique, pourtant bien particulière, est entrée dans le vocabulaire courant. Cette semaine, nous nous pencherons sur les différents traumatismes possibles. Les traumatismes sont répertoriés différemment selon les auteurs et les époques. Bien que le sujet en vaille la peine, nous n'entrerons pas dans des détails extrêmement pointus, mais tenterons d'expliquer dans les grandes lignes les différentes familles d'épisodes potentiellement traumatiques. Si nous nous référons à Léonore Terre, à l'aube des années 90, Eldra Solomon et Kathleen Haid, 10 ans plus tard, puis Francine Shapiro, encore 10 années plus tard, nous pouvons répertorier 4 grands types de traumas. Le trauma qu'on appelle T1 est un événement unique et bref, nettement délimité dans le temps. Il est simple, entre guillemets, c'est-à-dire un accident de voiture, un tremblement de terre, un incendie. En résumé, cela regroupe les accidents du quotidien, les catastrophes naturelles et éventuellement une agression unique. Ensuite vient le trauma T2, événement répété ou menaçant de se reproduire à tout moment et avec une facette interpersonnelle, c'est-à-dire qu'une personne prend le pouvoir sur une autre, avec blessure psychique ou physique. Cela peut être de façon consciente ou pas, mais il y a clairement nuisance interpersonnelle. Le potentiel traumatique de ce type d'épisode est plus élevé que le T1. Et puis vient ensuite le trauma T3, une série d'événements interpersonnels multiples, envahissants et violents, répétés et débutant à un âge précoce. Pour cela, il peut y avoir des phénomènes d'emprise, de violence intrafamiliale, d'inceste, de secte. C'est le trauma maximum et le plus à même de générer de la dissociation structurelle, car l'intentionnalité malveillante et la précocité sont des facteurs de gravité. Evelyn Joss pense que ces derniers, issus de violences interpersonnelles, résultent, je la cite, d'une intention délibérée de nuire. Elles détruisent la dignité et l'intégrité physique, psychologique ou sociale des personnes qui les subissent. Elles ruinent l'estime de soi et le sentiment d'appartenance au groupe d'origine, qu'il soit familial, communautaire ou social. Elles anéantissent la confiance en l'humanité, bousculent la prévisibilité du monde et abîment le sens de la vie. Et puis, on a aussi le trauma petit t. Ce sont ces petits événements négatifs, répétés de façon chronique, comme des critiques, des disputes parentales répétées sur de nombreux mois ou même plusieurs années, une exigence très poussée, une famille anxieuse au quotidien, ou du harcèlement à l'école primaire, au collège, au lycée ou même à l'âge adulte. Tous ces petits événements, humiliants, stressants et répétitifs, vont se stocker de façon dysfonctionnelle, comme les grands traumatismes T1, T2 ou T3. Et à force de répétition, ils vont faire les mêmes dégâts, engendrer les mêmes symptômes, notamment car ils sont chroniques sur une période conséquente. Francine Shapiro nous décrit cette extension de la définition du trauma comme tout événement qui peut avoir un effet négatif, durable sur le soi ou la psyché
et qui semblent être stockés dans la mémoire de manière fondamentalement similaire aux événements répondant au critère A selon l'APA. Rappelons que les événements répondant au critère A selon l'APA sont une menace dirigée vers soi ou vers un proche, tel qu'un accident de voiture ou une menace physique ou sexuelle. Tous ces épisodes effractants appartiennent à la famille des traumas en bosse, entre guillemets, c'est-à-dire les épisodes de vie qui n'auraient jamais dû arriver, n'auraient jamais dû advenir. Il s'agit des moments que nous aurions préféré ne pas avoir à subir ou à vivre et qui sont restés stockés de façon dysfonctionnelle. A contrario, nous pouvons aussi vivre des traumas en creux, entre guillemets. Cela englobe tout ce que nous aurions dû vivre, recevoir et que nous n'avons malheureusement pas vécu. Toutes les carences, les manques de câlins, d'attention, de regard, de présence affective, de mots rassurants, d'encouragement, toute la solitude. Tout cela nous colore aussi pour la vie. Répertorions maintenant, de façon chronologique, les potentiels traumas qu'une personne peut emmagasiner au cours de sa vie. Pour commencer, il est des épisodes précoces traumatisants et enregistrés dans la mémoire préverbale, c'est-à-dire la mémoire des événements de la vie avant le verbe, avant 3 ans, avant que le cortex ne soit formé. Il faut tout d'abord dire que cette mémoire un peu particulière s'appelle aussi la mémoire implicite, en opposition à la mémoire explicite ou mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des souvenirs que l'on a de façon synthétique et consciente. La mémoire implicite, elle, regroupe donc les souvenirs avant le langage. Vous noterez que vous n'avez pas de souvenirs clairs avant 2 ans, voire 3, à part quelques flashs. Mais ce n'est pas pour cela que les faits vécus par les tout-petits ne s'emmagasinent pas quelque part. Effectivement, pendant longtemps, on a cru que les nourrissons ne se rappelaient de rien du tout et donc n'avaient pas la mémoire de ce qui leur arrivait. On est même allé jusqu'à opérer des bébés sans anesthésie. Ce n'était pas grave puisqu'ils ne s'en souviendraient pas. Horreur et épisode potentiellement extrêmement traumatique. Mais alors, où vont donc se nicher les mémoires des bébés ? Il s'agit de mémoires non incluses dans le traitement sémantique. Elles sont davantage iconiques, sensorielles et éprouvées que conceptualisables, racontables et surtout autobiographiques. La raison est que les souvenirs concrets, tangibles, synthétiques vont se construire et se nicher dans le cortex, partie du cerveau qui démarre avec les premiers mots. Bref, pas de cortex, pas de souvenirs explicites. Ainsi, les mémoires préverbales existeraient plutôt dans des structures archaïques du cerveau directement en lien avec le corps. À ces âges précoces, la mémoire est donc autre. C'est la mémoire implicite. C'est une mémoire du corps, une mémoire purement sensorielle. Et puisqu'elle n'est pas connectée aux zones cérébrales de pensée et autres raisonnements, elle ne s'apaise pas avec la logique. Elle n'est pas rationnelle. Elle n'est que sensation, elle pulse. Et elle va nous colorer tout au long de notre vie. On peut l'imaginer telle une nappe phréatique, influençant nos états journaliers de ces eaux cristallines, nourrissantes ou troubles et polluées. Et tout en étant fondatrice et servant de référence aux expériences ultérieures, cette nappe phréatique est totalement inaccessible à la conscience. Vous l'aurez compris, elle est d'une importance capitale et influence notre bien-être chaque jour. D'ailleurs, Francine Shapiro nous dit que chez le type de patients ayant vécu des traumatismes préverbaux, nous observons un malaise vague, des tendances à se négliger, se maltraiter. Donc, cette mémoire implicite, il va être primordial d'en prendre tout particulièrement soin et de se préoccuper des traumas subis et non mémorisés de façon explicite. Mais revenons à ces potentiels traumas préverbaux. Qu'est-ce qui engendre du traumatisme quand on est un bébé dans son berceau ? Eh bien, tout ce qui se passe de trop stressant pour l'enfant avant 3 ans. Et ça peut faire beaucoup.
Citons quelques exemples évidents. Il y a d'abord le trauma éventuel lié à une naissance violente, par exemple une naissance au forceps. Imaginez-vous coincé tout entier dans un tunnel plus qu'étroit, puis tiré par la tête par des ustensiles métalliques pour vous sortir de force, des lumières vives, du froid, un espace immense, du bruit, des odeurs, des inconnus, de l'inconnu. Tout cela sans avoir aucune idée de ce qui se passe. Scénario de thriller ou de pure science-fiction à faire frissonner les plus aguerris, vous l'aurez compris, naître n'est pas une mince affaire. Et il est des situations pourtant salvatrices, les forceps, qui peuvent générer un stress tellement intense chez le tout petit qu'il aura dans sa nappe phréatique le souvenir sensoriel d'être dans le noir, d'avoir la tête serrée, une odeur de chlore ou le goût du sang lié à une terreur indicible, prête à se réveiller à tout instant. Cauchemardesque cette histoire. Mais, me direz-vous, toute l'humanité passe par là ? Exact. Mais vous remarquerez aussi qu'une bonne part de cette humanité ne va pas très bien, et surtout, il y a des naissances plus difficiles que d'autres. Et puis, la liste des horreurs qu'un tout petit peut vivre ne s'arrête malheureusement pas là, et nous pouvons aussi répertorier une naissance en siège, un cordon autour du cou, une séparation longue entre la mère et l'enfant due à une hospitalisation de l'un ou de l'autre, des coliques violentes et extrêmement douloureuses pendant plusieurs semaines, ou même de longues journées en couveuse avec son lot de sensations d'être intubé, piqué au poignet, attaché, enfermé dans une boîte, sans rien comprendre, sans savoir combien de temps cela va durer, ou pire, dans les moments d'accalmie, quand la douleur va-t-elle réapparaître, quand cela va-t-il revenir ? Franchement, il y a largement de quoi devenir claustrophobe, phobique des piqûres ou de l'hôpital, ou avoir une peur bleue de tout être humain en blouse blanche qui s'approche. On peut aussi vivre des stress intenses dans les interactions avec nos donneurs de soins, les parents, la nounou, les grands frères ou les grandes sœurs. C'est ce qu'on appelle les traumas développementaux, cher à Van der Kolk. D'ailleurs, Liotti nous dit que la présence de traumas non résolus chez le parent prédit de son indisponibilité à s'occuper des besoins de son tout-petit. Expliquons. D'abord, un parent peut être capable d'un passage à l'acte violent et engendrer ainsi de la maltraitance s'il est hyperactivé par son enfant. Hyperactivé par son enfant ? Comment ça ? Eh bien, imaginons un parent qui a lui-même vécu du stress quand il était tout petit. Pas forcément ce qu'on peut lire dans les colonnes sordides des faits divers d'ailleurs. Par exemple, un bébé soumis au bruit des sirènes d'alerte en pleine nuit avant que les avions ne bombardent Paris chaque nuit durant la Seconde Guerre mondiale. Envisageons ce qu'il vit. Réveillé en sursaut par des parents en panique qui le sortent du berceau pour courir dans l'escalier, se réfugier dans une cave mal éclairée, entouré d'enfants en pleurs, de pères et de mères attentifs au moindre bruit, avec en fond cette odeur de moisi, en insécurité totale car entouré de parents effrayés, donc effrayants. Et ce bébé, devenu grand, adulte, parent lui-même, comment va-t-il vivre le fait d'être réveillé en sursaut toutes les nuits par son propre enfant hurlant tel une sirène dans la nuit juste parce qu'il a faim, comme les tout-petits font au début de leur vie ? Ce parent, potentiellement, risque de se sentir hyperactivé par cette situation qui va lui rappeler sensoriellement le temps du trauma, niché dans la mémoire implicite, au cœur de sa nappe phréatique, et inaccessible à sa conscience. Et nous pouvons imaginer que ce parent va manquer de patience pour s'occuper de son bébé dans ces moments-là. Qui lui jetterait la pierre ? Mais ce bébé, sentant son parent à bout, peut-être s'énervant sur son berceau, va enregistrer dans sa propre mémoire implicite le souvenir sensoriel qu'il ne fait pas bon d'avoir faim, qu'il vaut mieux ne rien demander, que les donneurs de soins peuvent être effrayants, surtout la nuit. Voilà parfois comment des traumatismes se transmettent de génération en génération. Ces fameux traumas en bosse sont bien des épisodes qui sont arrivés alors qu'ils n'auraient pas dû avoir lieu.
ce sont des traumas par commission, pour les opposer aux traumas par omission, car le parent peut aussi engendrer de la négligence, du fait de son indisponibilité et de ses absences psychiques. Imaginons encore, par exemple, une maman en dépression postpartum, ce qui arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le voudrait. Peut-être qu'elle était déjà dépressive avant, peut-être qu'elle a perdu sa propre mère pendant sa grossesse, peut-être que son homme n'est plus vraiment là, car pour lui-même, par exemple, voir sa femme devenir mère, c'est vraiment compliqué, ça lui rappelle la sienne de mère qui n'était pas commode. Il existe tout un tas de raisons diverses et variées pour faire une dépression postpartum. Bref, cette maman a un visage impassible, absorbé par ses pensées noires, son vide abyssal, son mal-être plein d'ennui et de désespoir. Et bien qu'elle assure, bien qu'elle fasse tout pour être une bonne mère, bien qu'elle s'occupe de son bébé comme elle peut au quotidien, le nourrissant, le lavant, le déposant dans son berceau pour qu'il dorme, elle peut engendrer sans le vouloir, par ces moments d'absence, des carences et un profond sentiment de solitude au tout petit, à force de ne pas le regarder, à force de ne pas être vraiment présente psychiquement, à force de le laisser pleurer ou de s'occuper de lui mécaniquement. Voilà comment des attachements insécures se transmettent parfois de génération en génération. Mais maintenant que vous avez compris ce qu'est un trauma préverbal, prenons un moment pour remonter encore un peu le temps. Car avant de naître, le petit homme est déjà coloré par ce qu'il a vécu pendant le temps de la gestation et par les cellules transmises par ses parents. L'aventure commence donc plus tôt, et parfois bien plus tôt. Tout d'abord, pendant la grossesse, nous pouvons envisager que le fœtus ne va pas vivre la même chose s'il est entouré par une mère calme, sereine, au battement cardiaque régulier, à la voix apaisante et aux gestes souples, ou s'il est entouré par une mère aux gestes rapides, saccadés, à la voix stridente et au battement cardiaque à 100 à l'heure, baignant le quotidien du fœtus dans une ambiance survoltée. Forcément, au bout de 9 mois de ce régime-là, on peut imaginer un nouveau-né passablement speed ou tranquille, selon l'expérience déjà passée. Et puis nous pourrions aussi parler ici d'épigénétique, ce processus étonnant qui fait que nous pouvons avoir la marque jusque dans nos gènes des états dépressifs ou anxieux de nos parents, voire de nos grands-parents. En effet, il a été découvert à l'issue d'une famine aux Pays-Bas en 1944 que les femmes enceintes à ce moment-là avaient accouché d'un enfant petit. Normal, me direz-vous, si la mère n'a pas mangé à sa faim. Oui, normal. Ce qui est plus étonnant, c'est que quelques décennies plus tard, les enfants de ces enfants-là sont nés rachitiques aussi. Tous, particulièrement ceux qui sont nés de mères ayant vécu la famine pendant les 10 premières semaines de la gestation. Il semblerait que les enfants auraient hérité physiquement, par le biais des cellules germinales de leurs parents, l'ovocyte et le spermatozoïde, de la marque du stress de la famine. Ils pourraient donc le transmettre à leur tour à leurs propres enfants. Autrement dit, la marque de la souffrance, ou pour citer Cyril Tarquinio, la cicatrice moléculaire de la grand-mère ou du grand-père, peut être encore visible sur les gènes de son petit-fils ou sa petite-fille. A contrario, chez les enfants ayant vécu la famine tard durant les dernières semaines de la gestation, la première génération est née petite, mais la seconde a repris une taille moyenne habituelle. Mais rassurez-vous, cette marque n'est pas de l'ordre de la modification irréversible. Imaginez comment un logiciel informatique peut activer ou désactiver certaines fonctions sur un ordinateur. Vous comprenez bien que le disque dur de l'ordinateur n'est pas modifié. Il suffit de changer de logiciel
pour que les fonctions de l'ordinateur changent à leur tour? Eh bien, l'épigénétique est l'art d'activer ou de désactiver certains gènes. Et ceci sans modifier l'ADN. En résumé, on peut effectivement, par le biais des cellules germinales et de leurs gènes, plus ou moins activés, on appelle ça l'acétylation, ou désactivés, on appelle ça la méthylation, hériter d'une propension à la dépression ou à l'anxiété. On peut malheureusement le confirmer chez les descendants de la Shoah, d'esclaves victimes des traites gigantesques, ou encore des enfants victimes d'inceste. La liste noire est longue, et c'est la double peine pour ces petits-enfants de personnes violentées à haute dose. Non seulement ils héritent de parents ou de grands-parents abîmés, qui seront peut-être dans une grande difficulté à être présents, contenants, apaisants et joyeux comme il serait bon que tout parent fût, mais en plus, ils héritent au plus profond de leurs cellules d'une sensibilité particulière au stress, à la dépression, à l'anxiété. Voici donc un autre biais par lequel certains traumas transgénérationnels peuvent circuler. Heureusement, ce n'est pas irréversible, et on sait maintenant à force d'études que certaines thérapies et autres activités, la méditation par exemple, nous dirait Zamateo et Botman, peuvent réguler ces fonctions endormies ou trop réveillées. De l'importance de s'occuper de nos traumas pour ne pas les transmettre et de nettoyer ceux dont nous avons hérité. Mais l'épigénétique est un sujet tellement incroyable et important que nous y reviendrons en détail plus tard. Revenons à notre nourrisson et ses moments potentiellement indigestes. Les traumas petit t peuvent aussi être dus à une situation familiale compliquée, des conflits, de la violence bien sûr, mais aussi des portes qui claquent, des personnes qui crient au-dessus du berceau, une façon désajustée de tenir l'enfant dans les bras, de le porter, ne tenant pas vraiment compte de son hypersensibilité, des parents désaccordés au sens d'un instrument de musique qui jouerait faux. Nous avons tous en mémoire ce groupe qui jouait tellement mal que ça en était agressif pour les oreilles, recroquevillant notre corps tout entier. Et ceci, du fait de la répétition au quotidien, va être profondément stressant pour un tout petit qui n'est pas outillé pour comprendre la situation, totalement dépendant de son entourage et incapable de s'autoréguler. La dérégulation familiale peut aussi être due à une situation compliquée d'insécurité, la guerre, la famine, pouvant engendrer un stress sur la famille tout entière, se répercutant sur le bébé par ricochet. Finalement, la vie d'un bébé n'est pas une mince affaire, et encore moins un long fleuve tranquille. Donc, tout cela va faire partie de la mémoire implicite. Tous ces événements de vie, parfois miraculeux d'ailleurs, vont colorer notre nappe phréatique et engendrer le fait que nous soyons émotionnellement régulés, calmes, sereins, ou à l'opposé, stressés pour un rien, anxieux ou colériques de nature, car depuis toujours. Car effectivement, si empreinte traumatique préverbale il y a, le fonctionnement dû à celle-ci est souvent devenu tellement familier, tellement habituel pour le patient et ses proches, qu'on l'envisage comme faisant partie du caractère de la personne. Il a toujours été comme ça, c'est sa personnalité, on n'y peut rien. Et cette nappe phréatique va nourrir tout notre écosystème tout au long de notre vie. De l'intérêt de nettoyer cette zone d'ombre quand on sait ou qu'on suppose qu'il s'est passé des événements notables pour le petit enfant que nous étions jadis. Mais si cette mémoire implicite n'est pas liée au langage, comment l'atteindre en thérapie ? Heureusement, aujourd'hui, certaines psychothérapies permettent de nettoyer cette nappe phréatique lorsqu'elle est polluée. Le MDR, l'ICV, la thérapie sensorimotrice et bien d'autres encore se sont penchés sur ces zones à la racine de nos mal-être les plus profonds, les plus ancrés, les plus souterrains, les plus inconscients, nos terreurs les plus reculées, nos paysages les plus oubliés, le fond de notre socle.
Affaire à suivre donc dans des épisodes ultérieurs. Et puis, nous pouvons répertorier les différents traumatismes possibles, plus massifs, évidents, pouvant faire partie de la mémoire explicite. Nous tenterons ici d'en faire une liste la plus complète possible, le but étant d'ouvrir vos yeux sur la quantité d'épisodes potentiellement traumatiques, plus que d'en faire une liste exhaustive. Partons du plus simple, le one-shot, comme on pourrait l'appeler. L'événement unique, la fameuse catastrophe naturelle, le tremblement de terre, l'incendie, le tsunami, la tornade, les accidents du quotidien, accidents de voiture, accidents domestiques. On peut aussi penser à tous les petits T critiques régulières comme le harcèlement. Mais n'oublions pas les traumatisations secondaires, c'est-à-dire la traumatisation par récit, le traumatisme vicariant à force d'entendre les traumas des autres. Pour les soignants notamment, mais aussi les personnes recevant le témoignage d'un proche. On peut aussi être impacté durablement à force de lire les faits divers sordides ou d'être sur Internet à regarder les horreurs qui se passent dans le monde ou même des films pornographiques violents. Une personne peut aussi être traumatisée par une maladie grave et longue avec des épisodes médicaux invasifs ou des attentes de résultats anxiogènes à répétition, la peur de la mort durant de longs mois, sur soi ou sur un être cher. Et puis bien sûr le deuil catastrophique d'un proche aussi, si le défunt n'est pas pleuré, la mort pas racontée, le récit de sa fin de vie pas intégré. Et bien sûr, il y a la grande catégorie des agressions, les violences intrafamiliales commises par les adultes ou les aînés sur les plus petits et les plus fragiles. La violence conjugale, qui va impacter le conjoint violenté, mais aussi les témoins de cette violence, notamment les enfants, assistant à ces moments terribles, ne serait-ce qu'en les entendant à travers la porte fermée des parents. Il y a aussi bien entendu l'inceste par des parents au sens large du terme, mais aussi des grands frères et des grandes sœurs envers les tout-petits et les prépubères. Et ça c'est compliqué, parce que les victimes peuvent avoir la sensation que ce n'était pas grave, pas douloureux, pas obligé. J'y suis même retournée, pris dans des conflits de loyauté et des liens d'attachement où parfois le grand frère ou la grande sœur était aussi la seule personne présente pour s'occuper du petit dans une famille aux parents absents. Mais quand on va travailler le traumatisme, en thérapie, on va découvrir des zones de stress, de dégoût, de sentiment de se forcer, d'être sali, souillé, liés à ces moments sexués avant l'heure et avec des personnes totalement inappropriées. Concernant les violences extrafamiliales, il y a évidemment encore les traumas sexuels, la prostitution, les viols, et puis il y a la guerre, à l'origine d'énormes traumatismes, très souvent transmis sur plusieurs générations par ce phénomène de l'épigénétique que nous avons vu tout à l'heure, ou par le phénomène d'indisponibilité psychique et d'hyperactivation ou d'hypoactivation du donneur de soins en présence de son enfant. Au sujet de la migration et des trajets migratoires, nous allons voir des séparations traumatisantes, les violences subies sur le trajet, la vie dans les camps sans foi ni loi. Nous pouvons encore parler de la terreur liée à la maltraitance par des figures qui devraient officiellement être protectrices, un instituteur particulièrement dur et injuste, des geôliers sadiques en prison, une prise d'otage, la torture, ou encore la terreur quotidienne liée à un système totalitaire, une dictature, une secte, bref. La liste est longue et terrible. Et attention, en tant que soignant, quand on accompagne des personnes de sa propre culture, Marianne Kedia nous explique que le risque de trauma vicariant augmente. On dit souvent « il m'est arrivé cette chose terrible et je suis plus à même de savoir ce que mes patients ressentent et de les accompagner en douceur et dans la compréhension ». Vrai et faux. Oui, je suis plus sensible et donc plus empathique. Mais je suis aussi plus à même d'être retraumatisée par le récit que je reçois. De l'importance, en tant que psychothérapeute, de prendre soin de soi et de se faire accompagner par ses pairs, P-A-I-R-S, notamment en suivant nous-mêmes une thérapie et en faisant des supervisions régulières. Tous ces épisodes, s'ils sont non intégrés, non digérés,
et stockés de façon dysfonctionnelle rentrent finalement dans la case des traumatismes donc. Ils vont ensuite être réveillés de façon sensorielle, émotionnelle, telle la clé USB qui se rebranche partiellement sur le disque dur et envoie une partie des informations mettant l'organisme en panique de revivre ses sensations sans comprendre ce qui se passe, sans rattacher tout cela au passé, sans analyser la situation afin de s'autoréguler. Mais, me direz-vous, comment ces traumatismes vont-ils se réveiller ? Eh bien par ce qu'on appelle des déclencheurs. Les déclencheurs sont des situations, des sons, des odeurs, des images rappelant le trauma parce que lui ressemblant d'une certaine façon. Une pluie fine sur le carreau, comme le jour juste avant le tremblement de terre. Une voix métallique, comme celle de mon agresseur. Un crissement de pneus, comme pendant l'accident. La nuit noire et très calme, ou au contraire, une fête bruyante, un homme d'une certaine corpulence, ou une femme autoritaire. Et cela peut aussi se passer en interne, dans mon corps. Le cœur qui s'accélère peut me rappeler le moment de terreur pendant l'agression et où j'ai eu si peur que j'ai senti ma poitrine prête à éclater. Mes mains moites peuvent me rappeler ces moments terribles où mon instituteur m'interrogeait et où toute la classe se moquait de mes ignorances. Mettre un collier ras du cou peut me rappeler ses mains tentant de m'étrangler. Ses jambes trop ouvertes en dormant peuvent me rappeler l'agression sexuelle subie. Et même boire du lait peut me ramener à ce moment terrible tout bébé où j'ai failli mourir étouffée. Le déclencheur nous projette dans le temps du trauma, de force, sans rien nous expliquer et sans rien pouvoir contrôler. Et c'est à n'y rien comprendre, on se retrouve en panique certains soirs sans faire le lien avec la pluie fine. On n'aime pas du tout les colliers ras du cou, ça nous gêne, on se sent étouffé. On dort toujours les jambes bien serrées, on déteste le goût du lait. Prendre la parole en public est compliqué. Mais pire, on ne fait pas de sport, car l'effort fait battre notre cœur si fort. On ne conduit pas la voiture, c'est trop dangereux. On évite les hommes d'une certaine taille ou certaines femmes un peu dirigistes. En résumé, les traumas non intégrés nous font vivre une vie réduite, plus petite, évitant ces zones d'inconfort qu'on s'est habitué à repérer. En fait, les déclencheurs sont soigneusement évités. Nous avons fait aujourd'hui le tour d'horizon des traumatismes potentiels. Et après avoir répertorié toutes les horreurs possibles, nous vous invitons à vérifier que vous n'êtes pas trop activé par ce récit chargé. Si c'est le cas, il est temps de s'ébrouer, de respirer, de marcher d'un bon pas et de serrer dans vos bras les êtres chéris pour la vie. Nous vous invitons à apprendre à vous autoréguler pour accompagner d'autres ou gérer en interne ces épisodes en ayant de vrais moments de détente, en faisant du sport, mais aussi en passant du temps avec vos amis, vos amours, et en pratiquant la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga. Et puis, riez, riez aux éclats, riez à gorge déployée, riez de toutes vos dents. Ça détend tellement. Le podcast Dissociation, Au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lecliec-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Sophie Lecliec-Aubin, présenté lors de l'épisode 1 et enregistré, monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. ce podcast est en accès libre, à
écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir la FTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, nous démarrerons le cycle des thérapies centrées trauma avec Hélène Delucci, thérapeute et formatrice chevronnée qui nous racontera la thérapie EMDR. Merci de votre écoute et à très vite.